C'était du build par le Freddy Krueger des hôpitaux parisiens, quoi. Par un bastard qui n'a pas compris que depuis 20 ans, il y avait de nouvelles technologies et qu'on n'était pas obligé de faire des cicatrices de 35 cm pour enlever l'appendicite, quoi. D'ailleurs, je fais un message au docteur, si je le revois, je le tue, quoi. Je prends le bistouri, je lui coupe les couilles. Aïe, ça me fait mal au ventre quand tu fais des blagues, arrête. Sur ce Ready, Steady, Fuck. Aïe. Time slows down right before an accident, and I had time to think about things. I thought about what an undertaker had told me once, that your hair keeps growing, for a while anyway, after you die. And then it stops. Bonjour et bienvenue dans ce premier DVD à mort de la rentrée. Mais comme je suis très énervé après avoir passé un mois d'août tout seul dans un hôpital, je vous ferai grâce de la tirade bien bouseuse du présentateur sur les derniers jours du soleil, la rentrée des classes ou la joie de retrouver votre émission préférée comme palliatif au désespoir de remettre un pied dans le système. Non, décidément, la rentrée des classes c'est bien pénible. Allons donc droit au but avant que je ne sombre une nouvelle fois dans la syncope, ce qui m'arrive assez régulièrement ces temps derniers. Au programme donc, le dernier chef-d'œuvre en date des frères Cohen qui sort dans une somptueuse édition triple disque éditée par Wildside Video. Most specifically, this is the barber's dilemma. For he is modern man. He said I was modern man. He is your reflection. Le dernier film charcuté, polémique mais indigeste d'un John McTiernan qui aurait tout intérêt à changer de studio. Et enfin, le dernier opus du studio Pixar, nettement inférieur à leur précédent, est davantage plombé par l'ombre des costards-cravates de Disney. Ce qui veut dire que c'est une bouse. De toute façon, dès qu'il y a un costard-cravate, tu peux être sûr que costard-cravate égale absence totale de créativité. Alas, avec vue sur le bois. Et si j'étais très beau, Tu rêves. les rêves, moi j'y crois. Mais sans plus attendre, partons dans l'Amérique des années 50, rejoindre Ed, coiffeur apathique et frustré qui va à tout jamais bouleverser son existence en faisant chanter l'amant de sa femme, et ce, dans l'espoir d'investir dans une invention prometteuse, le nettoyage à sec. Je parle bien sûr du dernier chef-d'œuvre des frères Cohen, The Barber, titre français ridicule pour l'homme qui n'était pas là, avec Frances McDormand, Billy Bob Thornton et James Gandolfini. Préparez-vous à un miracle cinématographique, comme ils ne sont produits qu'une fois tous les 20 ans. She'd hanged herself. I'd brought her a dress to wear to court, and she'd used the belt. At first, I thought that she'd figured out somehow how I fit into it. I couldn't stand it. Couldn't stand knowing. That wasn't it. I'd find out later. For now, everything just seemed ruined. Freddie Riedenschneider went back to Sacramento, still shaking his head, saying it was the biggest disappointment of his professional career. Frankie fell to pieces. I suspect he was drinking. Anyway, he stopped coming into work. That left me to keep the place going, or the bank would have taken it. Get him off the road, right? He keeps snapping at you like you're I was the principal barber now. not ungrateful. I hired a new man for the second chair. It runs right over the turtle. I'd hired the guy who did the least gabbing when he came in for an interview. But I guess the new man had only kept quiet because he was nervous. Once he had the job, he talked from the minute I opened the shop in the morning until I locked up at night. Piece of corn to a string, right? And he would wait for the chicken to eat it. For all I know, he talked to himself on the way home. That string out, and the chicken would be flopping. When I walked home, it seemed like everyone avoided looking at me, as if I'd caught some disease. This thing with Doris, nobody wanted to talk about it. It was like I was a ghost walking down the street. And when I got home now, the place felt empty. I
sat in the house. But there was nobody there. I was a ghost. I didn't see anyone. No one saw me. I was the barber. C'est bon, partons pour une analyse très pédagogique, très complexe, très compliquée que personne ne va comprendre à la télévision parce que je parle trop vite. Mais c'est pas grave, je le dis quand même. Le cinéma des frères Coen s'est toujours développé autour de 3 axes fondamentaux. 1, parce que c'est très important de dire, la vision désacralisée d'une Amérique auscultée avec ironie sous tous ses aspects, mythologiques, politiques ou consuméristes. 2, la description de personnages symboliques, marginaux, désaxés ou métaphores du système qui progressivement se compromettent dans des tentatives de libération impossibles. Et enfin, une réflexion sur le cinéma, sur la prégnance idéologique de ces images mythiques dont ils autopsient l'histoire pour mieux les dynamiter. The Barber ne déroge pas à la règle. De nouveau pyrandélien dans le sens où chaque vérité des personnages est sujette à caution, le film réitère le thème récurrent chez les Coen du chantage qui dérape pour mieux déstabiliser un spectateur dont on essaie toujours de conforter le regard, mais qui ici, confronté à 1000 symboles et points de vue différents, doit faire l'effort d'une interprétation intime. Réalisé comme une sorte de marche funèbre dont le noir et blanc appelle à tout un pan mythologique du film noir américain, de l'ombre d'un doute aux passagers de la nuit, comme à une période historique, les années 50, qui marquait l'avènement du capitalisme triomphateur, The Barber questionne à travers un homme de la rue banal, fantôme de lui-même et produit victimal d'une société qui le compartimente, la nature de l'homme moderne, donc la place du spectateur face aux images, lui qui est déjà spectateur de sa vie. D'une beauté visuelle à couper le souffle, d'une audace scénaristique et intellectuelle rare, et ce au travers d'un humour qui se joue de l'absurdité du monde contemporain, The Barber fait partie de ces films qui deviennent des classiques instantanés. À ce titre, l'éditeur Wildside a su rendre justice au film en proposant un superbe coffret collector 3 disques contenant le film, la version couleur avant transfert, un making-of, une scène coupée, un documentaire sur l'histoire des films noirs, mais surtout en exclusivité mondiale, donc ça veut dire que c'est vachement bien, le premier commentaire audio des frères Coen jamais enregistré. De quoi enterrer pronto le DVD Zone 1 qui paraît bien minable à côté de l'amour porté au film par des éditeurs pour une fois cinéphiles. Qu'une chose soit donc bien claire, ça se dit pas, c'est moyennement français en fait, c'est turc comme peut-être. Qu'une chose soit bien claire, si vous n'achetez pas ce DVD, alors putain de merde, si tu n'achètes pas ce DVD, ça sert à rien de regarder cette émission. America is going to love Ed. America's, going to embrace Ed. It's going to be a craze. Ed is Billy Bob's character. Ed is Ed. Ed is a very strong thing, especially in Billy Bob's hands. It's like dynamite. Ed. Yeah, we really didn't realize quite how potent a central character we had until Billy Bob. We say he brought him to life, but that's kind of oxymoronic in the case of this particular character. Because as I said, he's got a low metabolism. He's got a very low metabolism. But I really think it's a very, very strong characterization. We were actually thinking we should have like bumper stickers, speaking of marketing, that said things like "Be like Ed" or "Ed is." That's the thing. Or Ed is Ed. J'ai pas envie de me déguiser pour ce film, quoi. Et pourtant, Dieu sait que je suis fan de John McTiernan. Notre second DVD de la semaine est un cas pour le moins spécial puisqu'il s'agit de Rollerball, remake du film éponyme de Norman Jewison, réalisé par le très grand John McTiernan avec Chris Klein, Rebecca Romijn-Snavos et Jean Reno. Jean Reno. Un film que j'attendais forcément avec impatience, mais qui fut pour beaucoup un choc absolument désastreux. Largement charcuté, puisque le film était en production alors qu'un changement de direction s'opérait chez le studio MGM, le film perd non seulement de sa cohérence, et c'est un euphémisme, mais surtout de son impact politique, car Rollerball se voulait pamphlétaire, à l'image coup de poing de Starship Troopers, une sorte de condamnation sans appel des dérives de l'image, puisque le film fut pensé comme un gigantesque show télé, nous renvoyant à la gueule notre statut morbide de voyeur. Hélas, la démonstration est naïve, les symboles lourds et le projet si limpide qu'il frise la dissertation scolaire.
Ça ne remet évidemment pas en cause le talent de McTiernan, mais Rollerball est à oublier prestement. Sachez néanmoins que le DVD, uniquement agrémenté d'un commentaire audio absolument insupportable des acteurs, et en particulier de LL Cool J qui n'arrête pas de faire un « yeah, c'est cool » en regardant l'écran, propose la version uncut, c'est-à-dire pleine de plans avec du sang, mais pas la version Director's Cut que tous les fans de McTiernan rêvaient un jour de voir. First play in the rollerball game is underway. Goes through the rabbit hole. Gonna need a ride, Reed. And this one's getting started early. Hey, hot shot on the way. It's a 12-foot jump. Woo-hoo! Yeah! And Jonathan Cross is in enemy turf. He crosses back around. This game, I cannot believe it, is starting this early. Yes, 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 yes! Cross leap. Cross is in the air. He scored! Cross has scored in record time! Only 12 seconds after the first ball, and he soars over the head of the Horde! Cross has led a 1-0 lead! Jonathan! Poczekaj, my nie widzimy znaczku! You know she said you must do again! What? Drink again! Label out. Label out. Champion rollerball Jonathan. We are the hottest sports entertainment startup in the world, bar none. We have to pay a couple of the headliners, but the rest get bollocks. You can get them to fight for peanuts. Whoa, it's about to get interesting! Et pour finir en beauté, notre dernier DVD de la semaine, forcément un nanar, n'est autre que le dernier opus du studio Pixar, responsable des excellents Toy Story 1 et 2. Je parle bien sûr de Monster Inc., qui imagine un monde où les monstres fantasmés qui hantent les placards des gosses sont en réalité des ouvriers travaillant pour une grande entreprise dans un monde parallèle. Un concept génial, appuyé par quelques bonnes idées de mise en scène, qui hélas est desservi par un sens de la comédie plutôt limité, comme si les valeurs cuculapralines du distributeur Disney avaient supplanté le cynisme dont a toujours fait preuve Pixar. Pas drôle, mal rythmé, mais surtout confondant de niaiseries, Monster Inc., si l'on oublie sa technicité irréprochable, est un produit calibré pour toute la famille, ce qui veut tout dire. En revanche, le DVD double disque est excellent, proposant des making-of, des bêtisiers, des jeux et des courts-métrages. La fausse note reste cependant l'impossibilité de voir ces bonus en version originale. Doublé par une voix de teubé qui s'adresse aux gosses comme s'ils étaient des demeurés mentaux, ce DVD est difficilement regardable pour les adultes, pourtant eux aussi consommateurs de la chose. À oublier donc, là aussi très très vite. Nous sommes dans la zone animation où les animateurs travaillent. Ces personnes sont pour ainsi dire les acteurs de tout le processus. Ce sont eux qui réalisent toutes les prouesses inoubliables que vous voyez à l'écran. Ce que vous allez voir maintenant est la progression d'un plan passant de la bobine de travail à l'esquisse, à l'animation, puis aux textures et aux éclairages. On commence avec des dessins faits main, en l'occurrence par la main de Bob Peterson, et on va les découvrir pour la première fois dans la bobine de travail, pour voir le rythme de la scène. On répète, une pièce pour une compagnie théâtrale. Le titre c'est Déblez-nous, tabou du plancher où je pique une crise.
Une comédie musicale. Ah oui, des blénoutes à bout du plancher où je pique une crise, et coupé. Une fois satisfait par la bobine de travail, nous passons à l'esquisse. C'est là qu'on détermine la composition et la structure visuelle du film. Nous travaillons sur un mini plateau virtuel avec une caméra virtuelle et on décide des mouvements de caméra ainsi que de tout ce qui va rendre le film plus dynamique sur le plan visuel. Dans cette partie de la progression, je vais vous parler de l'animation. Les esquisses nous fournissent une sorte de plan décrivant la scène. Ce qui nous intéresse est d'insuffler la vie au personnage. La première chose que nous faisons est d'écouter les dialogues des acteurs qui interprètent les personnages des centaines de fois. On tente de s'imaginer quelle serait la gestuelle idéale, comment jouer la scène pour qu'elle soit parfaite. Certains animateurs se mettent face à un miroir et jouent la scène comme des fous. D'autres se servent de références vidéo. Ils se filment en train de jouer la scène uniquement afin de se faire une idée précise de la scène à visualiser. La dernière chose que nous faisons est de travailler sur le visage des personnages. Le principe étant que si on parvient à communiquer une idée par la pantomime, en se servant de tout le corps de Sully, quand on passe enfin au visage, on ne fait qu'appuyer quelque chose qui fonctionne déjà. On répète, une pièce pour une compagnie théâtrale. Le titre c'est Des blénoutes à bout du plancher où je pique une crise. Une comédie musicale. Oui, des blénoutes à bout du plancher où je pique une crise, et coupé. C'est bon? Passe-moi les DVD, mon petit gars. Mais l'émission n'est pas terminée parce que nous avons une nouvelle rubrique. Sonnez les trompettes. Une rubrique à 2,50 balles puisque nous allons simplement vous montrer les grosses sorties qui vont débarquer qu'on n'a pas pu traiter pour X raisons. La première, c'est Le Seigneur des Anneaux, bien évidemment, qui est sorti début août de Peter Jackson. Absolument magnifique, le premier film de la trilogie. Sachez évidemment qu'on n'en a pas parlé tout bêtement parce qu'il y a le coffret collector monstrueux de 4 disques qui sort en novembre. Et là, on fera une émission spéciale. Le deuxième, il faut bien en parler, c'est Astérix et Obélix contre rien, c'est Mission Cléopâtre, c'est naze, c'est pété de thunes, c'est Chabat, ça aurait pu être sympa parce que Chabat il était cool, c'est juste un petit peu bouseux, juste pété de thunes pour rien. Si vous avez vraiment de l'argent à claquer sur d'autant que absolument tout le monde l'a vu au cinéma, vous pouvez toujours vous le payer. Sur ce, DVD à mort, c'est terminé, rendez-vous la semaine prochaine, passe-moi tous les DVD, on va voir si t'es super rapide. Donc rendez-vous la semaine prochaine, c'est quand ? Vendredi 20h30 sur Allo Ciné Info pour un nouveau numéro de l'émission qui ne vous dit pas tout ce qu'elle pense, mais qui n'en pense pas moins. Sur ce, je vous laisse avec quelques considérations métaphysiques faites par un coiffeur de campagne. This hair. Yeah. You ever wonder about it? What do you mean? I don't know. How it keeps on coming. It just keeps growing. Yeah. Lucky for us, huh, Pop? No, I mean, it keeps growing. It's part of us. And then we cut it off and throw it away. Notre second DVD de la semaine! C'est bien, je peux crier, on n'a pas dit aux téléspectateurs qui nous suivent. On a des téléspectateurs qui nous suivent depuis 2 ans. Ils doivent être 3, mais ils nous suivent, quoi. Jusqu'ici, on travaillait dans une cuisine, quoi. On nous fout dans une putain de salle de cinoche, insonorisée, top funky quoi. Bon, ok, c'est très loin de la maison, mais c'est super sympa. Le petit rideau noir qui s'écramolait à chaque fois et les gens qui rentraient toutes les 5 minutes en disant est-ce qu'on peut boire un café? Casse-toi, connard! Tu vois, on a plus ça même. Luxe, calme et volupté quoi. Sur ce,